Cette fois, on y est. C'est le moment que la communauté crypto attendait avec impatience depuis des années, une étape majeure qui pourrait redéfinir complètement le paysage de l'écosystème. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je parle évidemment de l'ETF Bitcoin Spot qui a enfin été approuvé par la SEC, le gendarme des marchés financiers américains. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers jours ont été très mouvementés et si vous aviez les yeux rivés sur les cours, vous voyez de quoi je parle. Bon, le sujet a été vraiment traité de long en large et en travers, du coup dans cette vidéo on va essayer d'aller un peu plus loin. Entre le hack du compte Twitter de la SEC, les premiers chiffres qui sont tombés et les futurs ETF qui pourraient être dans les tuyaux, il y a de quoi faire. Certains s'attendaient à un dump massif, d'autres à une bougie verte d'anthologie, mais pourquoi est-ce que le prix du Bitcoin n'a pas tant bougé ? Alors asseyez-vous bien confortablement, aujourd'hui on va voir ce qu'on est en droit d'attendre de ces ETF spot et pourquoi on n'est pas encore allé toucher les 100 000 $ par Bitcoin. Ça fait plusieurs mois que tout le monde est sur le qui-vive au sujet des ETF, on ne parle que de ça. Depuis que BlackRock est entré dans la course, tout le monde cherche à savoir si la SEC finira oui ou non par accepter le premier produit financier du genre sur les cryptos. Et voilà que le 9 janvier, la nouvelle tombe. Aujourd'hui, la SEC approuve l'inscription des ETF Bitcoin sur toutes les bourses de valeur nationales enregistrées. Instantanément, le cours du Bitcoin se met à grimper en flèche pour toucher les 49 000 $. Finalement, le grand jour serait-il arrivé, direction les 100 000 $? Eh bien non, la fête n'a vraiment pas duré longtemps. À peine un quart d'heure plus tard, Gary Gensler, le patron de la SEC, publie un tweet en expliquant que le compte Twitter officiel de la SEC a été compromis et que la nouvelle est fausse. La SEC n'a pour le moment accepté aucun ETF spot sur Bitcoin. C'est la douche froide pour tout le monde, le cours retombe presque aussitôt, effaçant instantanément la hausse qu'il avait enregistrée sur les dernières minutes. Par la suite, on apprend par le biais du compte Safety, en gros le département sécurité de la plateforme X, que le compte de la SEC n'avait pas d'authentification à 2 facteurs et qu'une personne a pu avoir accès au compte en exploitant ce manque de sécurité. Mais bon, pas de panique, d'après Gensler, il n'y a pas de preuve que l'attaquant ait eu accès au système ou encore aux autres comptes de la commission. Ouf, on est sauvé. En tout cas, autant vous dire que tout le monde s'en est donné à cœur joie. Que ce soit des vannes sur Gary Gensler, sur la SEC ou même des accusations de manipulation de marché, les gens n'étaient pas contents. Et à raison, si vous voulez mon avis. D'ailleurs, ce n'est pas que mon avis. Certains avocats et sénateurs ont également appelé la SEC à enquêter sur elle-même justement pour ces accusations de manipulation. La SEC qui recte les investisseurs avec de fausses informations et qui doit ensuite s'auto-investiguer, décidément 2024 démarre sur les chapeaux de roue. Bon, malgré tout ça, le lendemain, soit le 10 janvier, la vraie nouvelle tombe enfin. Les ETF spot Bitcoin des mastodontes de la finance traditionnelle ont finalement été approuvés par la SEC. BlackRock, ARK Invest, VanEck, Fidelity, Invesco et Galaxy, Valkyrie, Hashdex, Franklin Templeton, WisdomTree, Bitwise, Grayscale, tous ont vu leur demande d'ETF être acceptée par le régulateur américain. Gary Gensler a finalement capitulé? Pas si sûr. En réalité, son vote a été déterminant dans la décision finale de l'approbation des ETF avec 3 votes pour, dont celui de Gensler, et 2 votes contre. Plutôt amusant si on considère la croisade que ce dernier semble mener depuis plusieurs années contre l'écosystème. Avec cette acceptation, on a eu les premiers éléments qui vont caractériser ces produits financiers d'un nouveau genre. On a assisté à une véritable guerre des frais entre les différentes entités, avec notamment ARK Invest et BlackRock qui ont décidé de réduire leurs frais au dernier moment à la surprise générale. Les autres ont rapidement suivi et à la veille de l'approbation, tout le monde s'est lancé dans une course effrénée à celui qui aura les frais les plus bas. Au moment de l'écriture de cette vidéo, voilà à quoi ça ressemble. On peut voir que les frais tournent globalement autour de plus ou moins 0,20%, certains émetteurs ont même un discount pour les premiers mois ou les premiers millions, comme BlackRock qui applique des frais de 0,25% au global et 0,2% pour les 12 premiers mois ou les 5 premiers milliards de dollars. En réalité, si on compare ça à la finance traditionnelle, ce n'est pas tant une bonne affaire. Par exemple, le SPDR S&P 500, le premier ETF moderne et également l'un des plus gros du genre avec près de 500 milliards d'actifs sous gestion, a des frais qui s'élèvent à 0,09%. Ses concurrents, les ETF S&P 500 de eShares et de Vanguard, offrent eux des frais à 0,03%. Après, si on compare avec les ETF sur les matières premières, c'est une autre histoire. Le SPDR Gold Shares, le plus gros ETF basé sur l'or avec plus de 50 milliards d'actifs sous gestion, a des frais atteignant les 0,4%. C'est plus cher que nos ETF Bitcoin. Et si on regarde du côté des autres produits dérivés pour Bitcoin aux États-Unis, comme le BITO, qui est un ETF Futures, on se rend compte que c'est bien plus cher, 0,95% de frais pour ce dernier. Bref, la guerre des frais n'est probablement pas terminée, car l'idée pour ces entités est à la fois de rester compétitives et également d'absorber la concurrence, reste donc à savoir comment elles vont se débrouiller. En tout cas, Coinbase a été choisi pour détenir les bitcoins par quasiment tout le monde, sauf Fidelity Wise Origin qui aura Fidelity Digital Asset Services comme custodian. VanEck, quant à eux, ont opté pour Gemini, l'exchange des célèbres frères Winklevoss. Avec ce lancement, la situation a évidemment été monitorée de près. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un lancement d'un nouveau produit financier sur une nouvelle classe d'actifs et donc il fallait bien se rendre compte de comment les choses se sont déroulées. Et ça a plutôt été un succès, tant en termes de volume, de nombre de transactions ou encore de couverture médiatique.
Au moment de l'écriture de cette vidéo, les nouveaux ETF ont enregistré plus d'1 milliard de dollars d'inflow avec en tête le iShares Bitcoin Trust de BlackRock. En termes de volume aussi, on est vraiment pas mal, avec plus de 4 milliards de volume et plus d'1 million de transactions au total. Pour vous faire une idée de ce que ça représente, voilà les volumes d'échanges et de transactions des ETF Bitcoin par rapport aux gros poissons, le S&P 500 et le QQQ qui est un ETF pour le Nasdaq très utilisé. Bon, on doit quand même un peu nuancer ces chiffres dans un sens comme dans l'autre. D'abord, il faut considérer une chose, c'est que les clients de Vanguard n'ont pas eu accès aux nouveaux ETF spot pour le Bitcoin. Pour rappel ou pour info, Vanguard n'est autre que le deuxième plus gros gestionnaire d'actifs au monde, juste derrière BlackRock, avec plus de 7000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ces derniers sont peut-être partis en croisade contre les crypto-monnaies. Juste après l'approbation des ETF Bitcoin, on apprend par le biais d'un communiqué de l'institution que celle-ci ne listera pas ses produits financiers pour ses clients. La raison ? D'après eux, ce genre de produit ne s'aligne pas sur l'accent mis par le gestionnaire d'actifs sur la construction d'un portefeuille d'investissement à long terme et bien équilibré. Ensuite, une part non négligeable de tout ce volume provient de Grayscale, qui, pour la faire simple, a transformé son Grayscale Bitcoin Trust, le fameux GBTC, en ETF spot et qui, par conséquent, enregistre mécaniquement de gros volumes via le mécanisme de rédemption. En gros, ça fait des années que le GBTC est l'un des moyens les plus utilisés par les institutionnels pour s'exposer au cours du Bitcoin, et ça fait aussi un bon moment que celui-ci dispose d'un discount plus ou moins important. Pourquoi un discount ? Eh bien, pour la faire courte, lorsque vous achetiez du GBTC, vous deviez attendre 6 mois avant de pouvoir revendre vos parts du fonds. En plus, ces parts ne pouvaient être vendues qu'en cash, pas en Bitcoin. Au pic, ce discount était d'environ moins 40% en fin 2022, c'est-à-dire que si vous vendiez vos GBTC à ce moment-là, vous faisiez une sacrée perte. Pourquoi une perte ? Eh bien, rappelez-vous, fin 2022, avec la chute de FTX, le bear market, tout le monde voulait sortir du GBTC, c'est pour ça que le discount n'a fait qu'augmenter. Et comme c'était l'un des seuls vecteurs d'exposition pour les institutionnels, eh bien, ils étaient plus ou moins coincés. Ensuite, depuis l'annonce des ETF, l'incertitude persistait quant à l'approbation de la transformation du GBTC en ETF spot, et c'est pour ça qu'il restait un discount justement, qui représentait le risque de refus de la SEC. Maintenant qu'il y a les ETF, libre à eux de demander leur BTC et d'aller se positionner sur les autres produits financiers moins chers et moins contraignants. À l'heure où j'écris ces lignes, le discount a quasiment disparu, et ce n'est pas pour rien, puisque maintenant que le trust est effectivement devenu un ETF, ses mécanismes changent et le marché tend à recoller la valeur du sous-jacent avec la valeur de l'actif réel. D'ailleurs, notez une chose importante, c'est que tant que le GBTC avait un discount, les investisseurs étaient plutôt enclins à short le marché spot pour se hedger et faire de l'arbitrage entre le prix du BTC et du GBTC. Mais comme je viens de vous le dire, avec le changement du trust en ETF, la net asset value devrait très vite revenir à l'équilibre et cette pression vendeuse devrait se transformer en pression acheteuse parce que les investisseurs seront justement enclins à fermer leur position pour clôturer le trade. On peut aussi observer une baisse sur les stocks liés au Bitcoin, avec le coin de Coinbase ou le MSTR de MicroStrategy par exemple, qui ont tous les deux reculé d'environ 20% sur les 2 derniers jours. Et là on parle d'actions, 20% ce n'est vraiment pas rien. Bah oui, autant directement investir sur les ETF maintenant qu'ils sont disponibles. Bref, on ne va pas rentrer plus dans le détail, retenez simplement que la pression vendeuse sur Bitcoin des derniers jours est probablement liée au moins en partie à ces repositionnements et qu'il faudra un petit peu de temps pour que tout ça se stabilise. Si on prend en compte uniquement ce qu'on va appeler les nouveaux ETF, c'est bel et bien BlackRock et Fidelity qui mènent la danse pour le moment avec 2,5 milliards de dollars de volume à eux seuls à l'heure de l'écriture de cette vidéo. Si on veut prendre un point de comparaison, le SPDR Gold Share, qui est l'ETF sur l'or par excellence et qui a vu le jour en 2004, a démarré avec un volume quotidien aux alentours de 20 millions de dollars. Alors évidemment, ce n'est pas la même époque, ni au niveau financier, ni au niveau de la familiarité avec la technologie des ETF, mais bon, quand même, ça se pose là. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'en l'espace de 2 jours, BlackRock a ajouté 11 500 bitcoins à sa réserve. Actuellement, ça représente environ 13 jours consécutifs de primes de minage par un seul acteur, et en l'espace de seulement 48 heures. Qu'on s'entende bien, il est peu probable que ce rythme reste le même, mais quand même, on risque rapidement d'être confronté à un gros choc d'offres et de demandes, reste à savoir comment ça va se matérialiser sur les cours. Bon, tout ça c'est génial, là on a franchi une nouvelle étape dans la reconnaissance et la démocratisation de l'invention de Satoshi Nakamoto. Maintenant c'est légitime de se poser la question de la suite. On l'a eu notre ETF spot, et maintenant ? Déjà, je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'on verra l'effet de tout ça sur un temps relativement long. Les plus grosses institutions du monde peuvent désormais s'exposer au cours du Bitcoin rapidement et simplement, le tout avec des frais relativement peu élevés. Après, à mon avis, ça mérite quand même quelques nuances. Déjà, les gros poissons qui voulaient s'exposer au cours du Bitcoin l'ont déjà fait par d'autres vecteurs, à l'image de BlackRock qui possède 8% de MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor, qui n'est rien d'autre qu'un énorme sac rempli de Bitcoin. Aussi, l'invention de Satoshi Nakamoto se présente littéralement comme du cash électronique qu'il est très facile d'acheter et de conserver en son propre nom. C'est là tout l'intérêt d'ailleurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'un ETF sur un produit comme Bitcoin fait moins sens qu'un ETF sur l'or, par exemple, qui est difficile à la fois à acheter, à transporter et à conserver. Et est-ce qu'on pourrait pas s'attendre à voir d'autres produits financiers du genre arriver sur d'autres crypto-monnaies ? Probablement, et d'ailleurs Larry Fink, le PDG de BlackRock, n'a pas attendu très longtemps pour déclarer qu'un ETF Ethereum serait une très bonne idée.
D'ailleurs, il y a déjà des dossiers en attente sur les bureaux de la SEC pour un produit financier du genre. Le 23 mai, par exemple, la première deadline de la demande de Vanek pour un ETF spot pour Ethereum et BlackRock est aussi dans la course. Même chose pour un ETF XRP, la crypto-monnaie de Ripple. Larry Fink himself a déclaré sur la Fox qu'il ne pouvait pas en parler. On verra ce que tout ça va donner, mais selon Eric Balchunas, spécialiste en ETF, maintenant qu'un ETF spot sur Bitcoin a été accepté, ce n'est qu'une question de temps pour que l'on voit arriver d'autres produits financiers du genre sur d'autres crypto-monnaies. Dans tous les cas, c'est indéniable qu'on entre dans une nouvelle ère et l'arrivée des titans de la finance traditionnelle risque de rebattre les cartes dans l'écosystème. On verra si les nouveaux géants du secteur, à l'image de Coinbase, Binance ou Circle par exemple, tiennent bon face aux colosses de l'ancien monde. Et à long terme, il faut bien se rendre compte que ce genre de produit financier va forcément avoir une influence sur le cours du Bitcoin. En fait, il faut bien se mettre en tête que le nombre de Bitcoin est une chose. On sait qu'il n'y en aura pas plus de 21 millions, mais la quantité disponible, c'est vraiment une autre affaire. Je vous en parlais déjà dans la vidéo que je vous avais fait sur les ETF il y a quelques mois, les liquidités sur le marché du Bitcoin atteignent des sommets. En clair, le nombre de Bitcoin disponibles à l'achat est de plus en plus bas et là on a 9 grosses entités qui arrivent et qui vont devoir en acheter pour le compte de leurs clients. Probablement que des deals OTC seront passés, c'est-à-dire en dehors des places de marché pour éviter de trop perturber les cours, mais ça ne change pas grand-chose. Sur le long terme, on risque d'assister à un véritable raz-de-marée de capitaux et couplé avec la rareté et l'illiquidité de Bitcoin, ça risque de créer un cocktail vraiment explosif. En tout cas, restez attentifs, les choses sont en train de bouger lentement mais sûrement et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. On arrive à la fin de cette vidéo, je suis curieux de savoir si vous pensez que l'arrivée des ETF Bitcoin aura un impact positif sur le prix à court, moyen et long terme. J'attends avec impatience vos réponses et scénarios en commentaire. Vous devez vous en douter, mais ces vidéos demandent énormément de temps, donc n'hésitez pas à liker pour nous aider et nous remercier. Encore merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation, c'était Romain du Journal du Coin, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.